Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo précédente, je me représente, Benjamin Terrier, je travaille en médecine interne à l'hôpital Cochin. Et je vais vous parler de la vascularité IgA de l'adulte et en particulier du traitement et en parlant de manière assez brève quand même de la physiopathologie car cela peut avoir un intérêt sur les perspectives éventuelles. Donc voici quelques liens d'intérêt. Donc, la physiopathologie, parce qu'il est, comme toujours, beaucoup plus facile de prendre en charge activement une pathologie quand on comprend mieux les mécanismes à son origine, eh bien aujourd'hui, même s'il reste des zones d'ombre, eh bien il est considéré que la vascularité IgA est la conséquence d'une dérégulation entre la synthèse des IgA de type 1, des IgA1, et le métabolisme. Et on pense que, comme toujours, il y a un facteur déclenchant, probablement une exposition à un antigène environnemental, qui, sur un terrain génétique prédisposant, pourrait aboutir à la production accrue, en tout cas, des IgA. Comme toujours, il a été identifié, enfin comme souvent, quelques prédispositions HLA, comme vous pouvez voir avec l'HLA-DRB1. Et c'est vrai qu'il existe chez l'enfant notamment et dans les formes de l'adulte jeune, un pic automnal et hivernal, chose qui est moins évident en tout cas chez l'adulte. Alors une fois qu'il y a eu ce facteur déclenchant environnemental sur ce terrain génétique prédisposant, c'est vrai qu'on observe une anomalie, en tout cas plutôt un excès de production des IgA, donc de ces immunoglobulines A, au niveau des muqueuses ou de la moelle osseuse. Alors c'est vrai que les muqueuses, et notamment la muqueuse digestive, est un site de production des IgA très important, mais il est également suspecté qu'il pourrait y avoir une augmentation de la production de ces IgA au niveau de la moelle osseuse. Et donc il y a d'une part ça, et également la possibilité d'anomalies de la clairance des IgA qui ne sont pas éliminés entre guillemets suffisamment, et il est fortement suspecté, d'ailleurs il y a des travaux qui le montrent, une diminution de la galactosylation de ces IgA. On pense que, et éventuellement d'un patient à un autre, il y a ces deux paramètres qui vont jouer un rôle plus ou moins important, mais tout ça aboutissant en tout cas à un excès des IgA1 et d'IgA qui ne sont pas assez galactosylés. Alors, une fois que ces IgA ne sont pas assez galactosylés, en fait, ils vont se fixer à la N-acétylgalactosamine et tout ça va former en fait des complexes immuns où il y aura cette IgA de type 1 avec ce N-gal fixé dessus, et en fait ça va être à l'origine d'une réponse humorale avec la production d'IgG qui vont être dirigés contre ces IgA1, et tout ça aboutissant, comme vous pouvez le voir sur le schéma sur la partie de droite, à la formation de complexes immuns. Une fois que ces gros complexes se sont formés, ils vont se déposer dans le mésangiome et aboutir à une activation du complément qui sera une cible potentielle, et cette activation notamment de la voie alterne du complément va pouvoir activer possiblement par le biais du C5a les cellules inflammatoires, notamment les leucocytes, et peut-être activer également les cellules mésangiales et les cellules résidentes au niveau du glomérule, tout cela aboutissant à la production d'inflammation et également à la prolifération qui pourrait dans certains cas aboutir à l'insuffisance rénale. Donc voilà un petit peu où on en est, et comme vous verrez après, à partir de cela, il y a quelques perspectives thérapeutiques qui peuvent s'envisager, soit à court terme, soit à moyen terme. Alors si on parle de la prise en charge thérapeutique, très clairement, il y a des mesures générales un petit peu qui vont marcher quelle que soit la situation, c'est-à-dire que le repos au lit généralement va avoir un effet bénéfique.
de manière très claire sur l'extension du purpura, mais on pense aussi parfois, en tout cas c'est plutôt des impressions cliniques, sur les douleurs abdominales où le repos a l'air de calmer de toute façon la maladie dans son ensemble. Les antalgiques, en cas de douleur, bien entendu, on peut les utiliser sans restriction particulière. En revanche, il est très important, notamment quand on a ces douleurs articulaires inflammatoires, de bien retenir que, en cas d'atteinte digestive et d'atteinte rénale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, compte tenu de leurs complications potentielles, sont contre-indiqués. Et enfin, quand on a une atteinte rénale, ce qui ne fera pas de doute, c'est qu'il faut mettre en place les mesures de néphroprotection, et notamment quand il y a une protéinurie supérieure à la normale, mettre en place un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 pour d'une part avoir un effet antiprotéinurique et d'autre part bien contrôler la pression artérielle qui sont tous les deux des facteurs pouvant être responsables d'une aggravation de l'insuffisance rénale. Alors, si on passe en revue un petit peu les outils qu'on a, c'est vrai que la colchicine, qui a l'avantage de bénéficier d'un rapport bénéfice-risque assez favorable, c'est une molécule qui notamment est assez utilisée dans les vascularites leucocytoclasiques, les vascularites cutanées au sens large, parce qu'il existe des données, disons que c'est un médicament qui marche assez bien. Alors le rationnel, c'est que la colchicine a tendance à empêcher la migration des polynucléaires neutrophiles sur le site inflammatoire, notamment au niveau de la peau, mais possiblement au niveau des autres sites inflammatoires comme le tube digestif, notamment par le biais d'une inhibition de la fonction du cytosquelette au niveau des polynucléaires neutrophiles et de la fusion des lysosomes qui est important d'une part comme je vous disais au début, au chymotactisme, mais également responsable de leur fonction inflammatoire. Et leur efficacité, elle a surtout été montrée à la colchicine au cours de la maladie de Behçet et de la fièvre méditerranéenne familiale. Mais comme je vous ai dit, il y a des études dans la vascularite leucocytoclasique concernant le purpura rhumatoïde. Les données sont beaucoup plus limitées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un PHRC, coordonné par le docteur Evangeline Pibou à Saint-Louis, qui s'appelle Colchivas, vise à étudier l'intérêt de la colchicine par rapport au placebo pour prévenir les récidives de purpura. Quand, à côté de la colchicine et ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les petits traitements, pas petits par leur efficacité possible, mais petits dans le sens le fait qu'ils ne soient pas très agressifs et donc ils ont un profil de bénéfice-risque assez intéressant, là aussi dans les vascularites cutanées, notamment leucocytoclasiques, la dapsone, dizulone, est un médicament intéressant et c'est vrai que c'est un médicament qui est largement utilisé par nos collègues dermatologues dès qu'on a des maladies dermatologiques avec un infiltrat neutrophilique et c'est vrai que c'est un médicament qui peut marcher de manière excessivement importante. Alors on ne sait pas trop comment ça marche. Certains ont émis l'hypothèse que ça pouvait inhiber l'interaction entre les IgA et les polynucléaires neutrophiles. Bon. La dizulone nécessite, comme vous le savez, la surveillance de la méthémoglobinémie et de la numération formule sanguine et notamment, et c'est pour ça qu'on doit systématiquement rechercher s'il y a un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase avant de débuter ce traitement, c'est essentiellement chez ces patients déficitaires qu'on peut avoir des méthémoglobinémies majeures qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Alors c'est décrit la dizulone comme étant assez rapide d'effet mais assez suspensif et après certains ont évoqué un effet bénéfique possible sur les arthralgies et le tube digestif, ce qui fait toujours poser la question de jusqu'où on va dans la stratégie thérapeutique en fonction des symptômes et vous allez voir que c'est quand même un important flou qui est cette vascularite à IgA. Chez l'enfant, pas chez l'adulte, les antileucotriènes, notamment le montelukast, a été, on va dire, évalué. Ça diminuerait un peu les rechutes. Bon, le rationnel, il est par le biais d'un effet anti-inflammatoire. Chez l'adulte, on n'a aucune donnée. Donc, je pense que ce n'est pas une thérapeutique, en tout cas, qu'on utilise ou qu'on recommande fréquemment. Alors, les corticoïdes, ils ont bien entendu une certaine logique par analogie avec les autres vascularites. Ce qu'on peut dire, c'est que les corticoïdes, ils sont efficaces sur les douleurs articulaires, les douleurs abdominales,
ça c'est indéniable, mais c'est vrai que leur intérêt est contrebalancé par le fait que dans certaines situations où les patients ne sont pas traités, eh bien, la pathologie peut se mettre spontanément en rémission aussi. Donc se pose la question de savoir si l'effet bénéfique qu'on obtient avec les corticoïdes eh bien, est uniquement lié aux corticoïdes ou à l'évolution spontanée. Quand on voit la cinétique d'amélioration suite à la mise sous corticoïdes, il est indéniable que les corticoïdes ont un effet bénéfique. Après, on va voir qu'à la question de savoir est-ce qu'il est indispensable d'en mettre tout le temps, eh bien, c'est là où il y a, on va dire, des grandes divergences, notamment selon les spécialités, selon les avis. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ça a été étudié beaucoup chez l'enfant, notamment pour la prévention de cette complication à long terme tardive qui est l'atteinte rénale, et qu'aucune étude n'a démontré l'efficacité des corticoïdes pour prévenir le développement de la néphropathie, de la vascularité IgA. Et chez l'adulte, eh bien, aucune étude n'a montré le bénéfice, mais c'est surtout que chez l'adulte, il n'y a globalement pas d'études dans le cadre du purpura rhumatoïde. Alors, quand on regarde un petit peu ce que disent les recommandations KDIGO, qui sont des recommandations internationales faites par nos collègues néphrologues, eh bien, il n'y en a pas dans la vascularité IgA de l'adulte, mais il y en a dans la néphropathie IgA. Et si on se dit que par analogie, l'atteinte rénale de la néphropathie IgA est proche de celle de la vascularité IgA, eh bien, vous voyez que quand il y a une protéinurie à plus de 1 g par 24 heures, malgré l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, eh bien, il est recommandé d'essayer les corticoïdes. Concernant les immunosuppresseurs conventionnels dans ce contexte de vascularite, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'azatioprine, il y a très peu de choses. Chez l'enfant, bon, il y a peut-être de l'amélioration, mais comme il n'y a pas d'études contrôle, de groupe contrôle, on ne peut rien dire. Le mycophénolate, c'est peut-être celui pour lequel il y a un peu plus de choses. Enfin, quand on dit il y a un peu plus de choses, il y a une étude. Mais il y a quand même donc, beaucoup d'études dans la néphropathie IgA qui étaient négatives, mais dans la vascularité IgA, eh bien, il y a une étude chez l'adulte qui a comparé pas avec et sans mycophénolate exactement de cette manière-là, mais en gros des corticoïdes à forte dose versus des corticoïdes à moindre dose, mais du mycophénolate mofétyl, en se disant qu'il pouvait avoir un effet d'épargne cortisonique. Et c'est vrai que dans les deux bras, eh bien, on a un taux de rémission équivalent à 80%. Ce qui ferait dire que peut-être, si on doit donner moins de corticoïdes, le mycophénolate mofétyl a peut-être un intérêt. Après, ça reste une étude avec un effectif limité. Et enfin, la cyclosporine, comme vous pouvez le voir, on est encore moins d'effectifs, mais c'est vrai que ces médicaments, les anticalcineurines, sont quand même bien décrits pour avoir un effet antiprotéinurique important, donc c'est éventuellement quelque chose qui peut se discuter. Alors, très clairement, notamment quand on prend en charge des vascularites et notamment des vascularites potentiellement graves, c'est vrai que la question qui se pose toujours, c'est faut-il ajouter un immunosuppresseur conventionnel, on va dire un petit peu agressif, en particulier le cyclophosphamide. Et je dirais que grâce à l'étude César, qui avait été coordonnée par Evangeline Pibou, eh bien, cette étude a eu pour but, et c'est la seule étude prospective randomisée contrôlée chez l'adulte, eh bien, elle a eu pour but de vouloir comparer les corticoïdes versus les corticoïdes et le cyclophosphamide dans ses formes sévères donc avec atteinte digestive importante, avec atteinte rénale, au moins une classe 3 ou 4. Et vous voyez les effectifs, étaient ceux qui sont, c'est-à-dire 54 patients sur les 200 qui devaient être inclus initialement. Donc, ça limite un petit peu, bien entendu, l'impact, mais elle a le mérite d'être la seule étude disponible. Et quand on regarde un petit peu sur un critère de jugement principal qui était la rémission complète, définie par un BIVAS à 0, ce qui est compliqué dans le purpura rhumatoïde parce que c'est vrai que l'hématurie, qui est très fréquemment persistante chez les patients, eh bien, pourrait être comptabilisée parfois à tort comme un paramètre témoignant d'une activité, alors qu'il peut être uniquement séquelaire. Mais donc c'est vrai que c'est peut-être un score qui n'est pas parfaitement adapté à cette maladie. Toujours est-il que, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'obtention d'une rémission complète définie par un BIVAS à 0, eh bien, elle était de l'ordre de 10% dans les deux bras, ce qui était très loin des hypothèses
formulé en tout cas initialement par l'étude. Et l'autre chose, c'est que un quart des patients inclus, forcément ça fait que la puissance statistique pour répondre à la question n'a pas pu être obtenue. Je montre quand même cette courbe sur la survie globale au-dessous, car comme vous le voyez, on est à la limite de la significativité. La courbe en pointillé, qui est la courbe la plus horizontale en haut, c'est le bras corticoïde plus endoxant comparativement à la courbe pleine, celle du dessous, qui est les courbes corticoïdes seules. Et vous voyez que quand même, si on regarde la survie globale, il y a quand même un avantage, même s'il n'est pas significatif, à l'endoxan. C'est pour ça que je pense qu'il est difficile de dire que l'endoxan s'est plié, il n'a pas de place dans cette maladie. En tout cas, vous voyez que la conclusion en tout cas le disait bien, c'est-à-dire que même si il y a une baisse de puissance, il n'y a pas de bénéfice évident à ajouter le cyclophosphamide. Alors, en cas de glomérulonéphrite rapidement progressive, qui serait une classe 4 de la classification, on va dire, de Pillebou, vous voyez que dans la néphropathie à IgA, quand il y a des croissants, ce qui correspondrait donc à une vascularité IgA avec croissant, il suggère quand même l'utilisation des corticoïdes et du cyclophosphamide. Et donc, dans ces situations-là, on se dit, bon, il est assez logique d'être agressif et de traiter les patients comme on le ferait pour une vascularité en cas. Alors c'est vrai que si on veut être provocateur, on peut aussi se poser la question de se dire est-ce qu'il faudrait ne rien donner au final, parce que chez l'enfant on voit que les corticoïdes n'aident pas, chez l'adulte on ne sait pas bien. C'est vrai que si on prend la néphropathie à IgA encore une fois, il y avait eu cette étude dans New England qui avait comparé des soins de support. Les soins de support, c'était essentiellement les antiprotéinuriques, le contrôle de la pression artérielle, donc les IEC ou les ARA2, versus un traitement de support, la même chose, avec des corticoïdes et du cyclophosphamide relais azatioprine. Et le critère de jugement, c'était la rémission. Et vous voyez que la conclusion de cette étude, c'est que donner des immunosuppresseurs sur le devenir rénal, ça ne changeait rien. Et qu'en revanche, il y avait plus d'infections. Mais vous voyez que, en tout cas, les GNRP étaient exclus, les néphropathies à IgA croissant étaient exclus. Donc dans ce groupe-là, je dirais, que sont les classes 4, là, pour le coup, je dirais que c'est la seule situation où c'est entre guillemets facile, parce que je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut être assez agressif. Après, les recommandations KDIGO, elles disent quand même dans un petit coin, elles parlent du purpura rhumatoïde en tout cas, et donc elles disent un petit peu ce qu'on a dit précédemment, et vous voyez que même si elles ne parlent pas vraiment de l'adulte, elles disent quand même dans un petit coin qu'il n'y a pas trop de raison de traiter différemment les formes de l'adulte et les formes de l'enfant. Et peut-être de se dire que tout ce qui a été démontré chez l'enfant serait applicable chez l'adulte, je pense qu'il faut quand même être prudent. Alors enfin, il y a une thérapeutique qui est beaucoup utilisée, c'est le rituximab, bien entendu, dans les vascularites. Et il n'y a aujourd'hui pas d'étude prospective randomisée contrôlée qui évalue le rituximab. Il y a une étude rétrospective des collègues italiens de l'équipe d'Augusto Baglio qui a inclus 22 patients qui étaient tous, on va dire, réfractaires aux thérapeutiques habituelles et donc avaient une maladie active. Et dans cette étude, 91% des patients ont atteint la rémission avec une diminution significative de la protéinurie du BIVAS et des corticoïdes et une bonne tolérance. Et là, vous avez un petit peu notamment la différence entre les caractéristiques au début du rituximab et à 12 mois. Et comme vous pouvez le voir, les manifestations actives d'organes entre le début pour l'atteinte cutanée digestive, rénale ou articulaire diminuent de manière très nette. Et également, le début de protéinurie diminue d'au moins un facteur 3, alors qu'en revanche, il n'y avait pas de gain en termes de fonction rénale, mais chez des malades qui n'étaient pas très altérés, puisqu'il y avait un débit de filtration glomérulaire au départ de l'ordre de 80 ml/min, donc presque subnormal. Donc, nous avions en tout cas avec Évangile Pibou, Éric Tervé, Alexandra Audemars un petit peu fait une revue et essayé de réfléchir à quel pourrait être, on va dire, un algorithme de prise en charge de l'atteinte rénale dans ce qui restait quand même un flou important et encore une fois une pathologie pour laquelle les spécialités voient la façon de prendre en charge cette maladie de manière très différente, mais parce qu'on n'a peut-être pas forcément les mêmes patients. Vous voyez que
globalement, dans les classes 1 et 2, eh bien, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion seuls au début, où les ARA2 semblaient tout à fait acceptables, mais que quand la protéinurie était importante, à plus de 1 g, voire 3 g, eh bien, l'utilisation des corticoïdes est importante. Quand on a une classe avec des croissants, eh bien, l'utilisation des corticoïdes et du cyclophosphamide est quand même envisageable et probablement à conseiller. Et enfin, bien entendu, quand on est face à une classe 5, c'est-à-dire un rein très fibreux, eh bien, c'est plutôt les mesures de support, etc. Alors pour finir, en termes de perspective thérapeutique, vous voyez, on a dit tout à l'heure qu'il y avait trop d'IGA, pas assez de clairance des IGA. Donc comment on pourrait améliorer ça? Bien, c'est vrai que la question de cibler les IgG qui sont à l'origine, comme je vous l'avais dit, de complexes humains avec les IgA, eh bien, peut se poser, notamment en ciblant les lymphocytes B soit par le rituximab, soit par des antiplasmocytes. La diminution de l'inflammation de la muqueuse intestinale eh bien, se discute aussi, puisque c'est quand même un site de production important, et notamment le budesonide a été évalué dans la néphropathie à IgA et a montré des résultats encourageants sur la protéinurie, donc peut-être que ça pourrait avoir un intérêt aussi dans cette vascularite à IgA. Et enfin, l'inhibition de l'activation du complément aurait peut-être un intérêt, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une activation de la voie alterne, et c'est vrai que notamment des molécules ciblant le C5, le C5a, se développent notamment dans les vascularites à ANCA, et on pourrait se poser la question de leur intérêt dans cette maladie. Donc en résumé, comme vous pouvez le voir, on peut essayer, pour se simplifier la vie, d'établir un petit peu des algorithmes de prise en charge où on va, en cas d'atteinte pas très sévère, à un traitement le moins agressif possible, allant d'un traitement symptomatique à la colchicine, voire à des corticoïdes dès qu'il y a une atteinte plus importante, que ce soit cutanée ou digestive, et voire encore une fois à des immunosuppresseurs conventionnels. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque d'essais prospectifs randomisés, on manque d'études de qualité, et encore une fois, c'est quand même une pathologie pour laquelle il y a d'énormes variabilités de prise en charge selon les spécialités, et c'est vrai que j'espère qu'avec les études qui vont se faire dans le futur, notamment cette étude d'Evangine Pibou et j'espère d'autres, eh bien, on clarifiera un petit peu la prise en charge. Voilà, je vous remercie.